Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo qui m'a beaucoup été demandée, un petit avis critique sur le documentaire Cave of Bones, documentaire Netflix réalisé en 2023, Cave of Bones qui a probablement été traduit par Grotte aux ossements, mais un documentaire Netflix qui a déjà une réputation de documentaire pas top, hein, entre Apocalypse et Cléopâtre, on a eu que du bon documentaire récemment sur Netflix. Donc évidemment vous avez été nombreux à me demander mon avis sur ce documentaire, puisque vous vous doutez bien qu'il y a peut-être quelque chose qui va pas, hein. On est bien d'accord que si vous me demandez mon avis, c'est que de base vous avez reniflé que quelque chose sentait pas très bon. Aujourd'hui, je vais vous donner une petite mise au point sur ce documentaire. Alors, j'en ai déjà parlé avec Thomas Durand sur sa chaîne La Tronche en Biais, donc je vous invite à aller voir cette vidéo pour en savoir plus. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est un résumé finalement des arguments et surtout quelque chose de plus focalisé sur le documentaire et un peu moins sur la littérature scientifique, puisqu'avec Thomas, on a surtout parlé de la littérature scientifique. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que ce documentaire, de quoi il parle si vous l'avez pas vu et que vous cherchez à vous faire un avis? C'est un documentaire qui parle donc de l'aventure du paléo-anthropologue Lee Berger à la découverte finalement des traces d'intelligence, on va dire, d'une espèce d'hominidé qui s'appelle Homo naledi. Et Homo naledi, pour rappel, c'est un hominidé qui a été découvert en 2015, enfin du moins l'annonce de la découverte a été faite en 2015. C'est un homininé qui vivait il y a entre 200 000 et 300 000 ans, donc il était contemporain des tout premiers Homo sapiens en Afrique, Homo naledi ayant été découvert dans une seule et unique grotte en Afrique du Sud, pour l'instant. Donc Homo naledi vivait il y a entre 200 et 300 000 ans, dans une grotte, pour l'instant n'est documenté que dans une grotte en Afrique du Sud. C'est un hominidé qui se caractérise par la petite taille de son cerveau, équivalente au cerveau de Homo habilis, environ 600 cm3 de volume, et par une morphologie du pied qui, elle, par contre, est totalement similaire à celle d'Homo sapiens. Donc il a un peu cet assemblage de caractères très bizarre, entre petit cerveau relativement primitif, mais morphologie du pied très dérivée. La morphologie de la main est tout aussi bizarre, avec un pouce qui est relativement long, donc qui indique une capacité à saisir des objets, la fameuse precision grip, hein, l'attrape de précision au niveau des pouces. Mais en même temps, les phalanges sont arquées, ce qui indique une certaine rétention, encore une fois, de la faculté primitive à pouvoir s'accrocher aux branches. Donc on a cet assemblage de caractères chez Homo naledi, et donc on a cet immense mystère à propos d'Homo naledi. On a vraiment, là pour le coup, une question qui n'a pas de réponse scientifiquement parlant. Pourquoi est-ce qu'on ne le trouve que dans une seule grotte? Et surtout, pourquoi est-ce qu'il est tout seul dans cette grotte? Homo naledi est le seul homininé qu'on trouve dans la grotte Rising Star, dans laquelle il y a plusieurs chambres, dont la chambre d'Inaledi et la chambre Lesedi. Et dans ces deux chambres, à l'intérieur de cette grotte, on n'a trouvé que Homo naledi. Et ça, c'est extrêmement bizarre, parce que, on s'attendrait à trouver, sachant qu'on est il y a 200-300 000 ans, on s'attend à trouver du Homo sapiens archaïque, et sachant qu'on est en Afrique du Sud, dans un système de grottes, on s'attend à trouver un échantillonnage de tout ce qui vivait à l'époque. Pourquoi est-ce qu'on a que Homo naledi, alors qu'à la même époque vivaient des bovidés, des chauves-souris, etc., etc. Il y a une immense quantité d'animaux qui se retrouvent normalement préservés dans un système de grottes comme celui de Rising Star, et c'est ce qu'on trouve par exemple à Sterkfontein, à Kromdraai, à Swartkrans, qui sont des grottes qui sont juste à côté de la grotte Rising Star, hein. Et pourtant, on n'a que Homo naledi. Donc on a ce problème en fait qu'il y a que Homo naledi dans cette grotte, et pourquoi? Pourquoi on ne sait pas. C'est une question pour laquelle on n'a pas encore de réponse, et donc ce documentaire nous propose des réponses à cette question, nous propose au moins quelques petites idées, on va dire, propose des idées pour nous expliquer ça. Et évidemment, l'idée qu'il propose, ce documentaire, et qui a certainement fait réagir pas mal d'entre vous, c'est, il propose que Homo naledi pratiquait des rites funéraires. Ce qui est pas complètement insensé, hein, quand on y réfléchit, puisque un assemblage monospécifique d'êtres humains, ça s'appelle un cimetière. Quand on ne trouve que des êtres humains empilés à un endroit, et qu'il n'y a rien d'autre empilé au même endroit, nous on appelle ça un cimetière. Donc ça a quand même du sens de se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'il y a Homo naledi? Et ça a du sens d'y répondre, peut-être parce que c'était un cimetière. Donc ça, déjà, c'est l'approche
que propose ce documentaire. Donc ce documentaire va explorer les signes d'intelligence d'Homo naledi et notamment pour nous diriger vers la réponse Homo naledi pratiquer des rites funéraires. Donc il va nous présenter des preuves d'intelligence d'Homo naledi pour nous convaincre que Homo naledi était capable de pratiquer des rites funéraires, ce qui expliquerait pourquoi Homo naledi est la seule espèce qu'on trouve dans le système Rising Star. Ce que le documentaire d'ailleurs oublie de rappeler, ou du moins n'insiste pas suffisamment dessus. Donc ça, c'est important de le rappeler pour moi maintenant. Alors, quelle est mon opinion sur ce documentaire? Alors, vous connaissez évidemment mon désamour pour les documentaires, sinon vous ne m'auriez pas demandé mon avis. Je n'aime pas le format documentaire, je trouve que le format documentaire, particulièrement quand il s'agit de la paléontologie, est un format en crise. On ne sait pas, en paléontologie, faire, je ne sais pas pourquoi, je ne saurais l'expliquer, mais on ne sait pas faire de documentaire à propos de la paléontologie et de l'évolution sans transformer ça en une espèce de grand spectacle. Et moi, quand je regarde un documentaire, je n'y vois que des mensonges. Je n'y vois que des gens en train de prétendre être en train de travailler, en train de faire semblant de travailler. Ils font semblant de pianoter des trucs sur ordinateur, ils font semblant de creuser. Je ne vois que des gens qui font semblant de faire leur métier, pas des gens en train de faire leur métier. On vous met en scène des moments de révélation qui n'ont jamais eu lieu dans la réalité. Bref, et c'est pas que spécifique à ce documentaire, c'est tous les documentaires, et c'est encore pire avec les docu-fictions. Donc bref, un film, au moins, le contrat, c'est que c'est censé vous divertir et que c'est censé être un mensonge, c'est pas censé être une histoire qui s'est réellement produite. Avec les documentaires, c'est impardonnable. Donc j'ai un certain désamour pour le format documentaire, pour ces raisons-là. Ceci dit, pour un documentaire, ce n'est pas un mauvais documentaire. C'est assez agréable à regarder, ça se regarde d'une traite sans trop de problèmes, on ne s'ennuie pas. On voit les découvertes, donc c'est scénarisé évidemment, donc on voit les découvertes se produire dans un certain ordre, parce que c'est le scénario qui a dit que les découvertes devaient se produire dans cet ordre-là pour produire une histoire. Donc c'est ça, on vous raconte une histoire. Et c'est ça qui me plaît pas dans les documentaires, c'est cette histoire de pourquoi ne pas raconter la vérité alors que c'est ça le contrat. Bref, donc on vous raconte cette histoire assez simplement, assez efficacement. C'est pas désagréable à regarder. Il y a quelques erreurs ici et là, comme par exemple le moment où on vous montre le Cap, enfin la ville du Cap, mais qu'on vous écrit en dessous Johannesburg. On reconnaît pourtant bien la montagne de la table dans l'image, mais bref, il y a quelques erreurs par-ci par-là. Il y a des stock footage, ce sont ces images libres de droit ou que les documentaristes achètent pour compléter certains vides dans le documentaire. On voit des stock footage assez évidents, donc un montage qui a pas été très bien fait, qui est pas fait aussi bien qu'il aurait pu l'être du moins. Donc bref, il y a des raccords qui sont un peu comme ça, un peu pétés. Mais disons que globalement le documentaire se regarde assez simplement. Donc en tant que documentaire, c'est pas un mauvais documentaire à mon avis. Par contre, au niveau de ce qu'il raconte, ce documentaire, il nous resserre, encore une fois, le cliché de « on est en train de réécrire l'histoire de l'homme ». Et ça, on nous le ressort, mais si vous regardez l'actualité scientifique, si vous suivez l'actualité scientifique sur les réseaux sociaux, sur Internet, n'importe où, tous les 15 jours, on nous réécrit l'histoire de l'humanité. La paléanthropologie est en train de mourir sous les coups de sa propre communication. Tous les 15 jours, on nous dit vous savez quoi? En fait, on n'a rien compris et c'était comme ça que ça s'est passé. Et si vous voulez, la première fois, ça va. La deuxième fois, on commence à se poser des questions, mais au bout de la troisième fois, de la cinquième fois, de la 20e fois que les gens sont confrontés à cette idée, on a encore réécrit l'histoire de l'humanité, évidemment que les gens vont se dire, mais oui, mais du coup, on sait jamais. On sait jamais, on n'a jamais su ce qu'il se passait en réalité. Tous les 15 jours, on change d'avis. Il y a les gens, ils se font des petites batailles d'ego, ils font des petites batailles, des petits combats d'autorité, et puis c'est tout. C'est ça, la paléanthropologie, c'est une cour de récréation où les gens se bataillent à coups de zob pour savoir qui a la plus grosse, et en fait, on ne sait rien de ce qui se passe. Voilà l'idée qu'on est en train d'engrainer, d'insérer à grands coups de marteau tous les 15 jours dans la tête des gens, en leur répétant sans cesse, on est en train de réécrire l'histoire de l'humanité. Tous les 15 jours, on vous réécrit l'histoire de l'humanité. Ça suffit. Utilisez autre chose pour accrocher l'intérêt des gens. Les gens sont intéressés par la paléoanthropologie. Si on ne peut pas faire confiance au simple fait que l'évolution humaine et que les dinosaures sont capables juste par eux-mêmes de susciter de l'intérêt, où va-t-on ?
Où va-t-on? La paléanthropologie est en train de mourir sous les coups de sa propre communication, que ce soit donc les chercheurs, ils sont bien, je veux dire la paléanthropologie en tant que champ de recherche, il est pas en train de mourir, mais c'est la façon dont les chercheurs communiquent, la façon dont les médias communiquent à propos de la recherche, la façon dont ces documentaires systématiquement vous racontent une histoire différente, alors que fondamentalement depuis les années 50, depuis qu'on a débunké l'homme de Piltdown, depuis que les chercheurs, les paléanthropologues eux-mêmes ont débunké l'homme de Piltdown dans les années 1950, l'histoire de l'évolution humaine, fondamentalement, n'a pas subi de réécriture. On n'a pas réécrit l'histoire de l'évolution humaine ces derniers 50 ans. On n'a fait que trouver de nouveaux fossiles. Il n'y avait aucune raison que ces nouveaux fossiles renforcent l'histoire qu'on connaissait déjà, et pourtant à chaque fois ces nouveaux fossiles se sont rajoutés à cette histoire, se sont très bien articulés à cette histoire, et pourtant à chaque fois on vous a fait croire que l'histoire de notre évolution était réécrite. Et ça, c'est de la folie. C'est vraiment de la folie. C'est quelque chose qui est en train de tuer la confiance que les gens pourraient avoir envers la paléanthropologie. On ne peut plus avoir confiance en ce qu'on nous raconte, en ce que nous racontent les scientifiques. On est sur une crise de confiance, voilà. C'est la fameuse crise de confiance envers les autorités scientifiques. Et comment voulez-vous qu'il n'y ait pas crise de confiance envers les autorités scientifiques, puisque on ne fait que vous rabâcher sans cesse que on ne sait rien et qu'il faut tout réécrire à chaque fois. Donc ce documentaire tombe dans ce piège en vous disant qu'encore une fois, si Homo naledi enterrait ses morts, et si Homo naledi pratiquait des formes d'art, et si Homo naledi avait domestiqué le feu, et si Homo naledi fabriquait des outils, alors ça change absolument tout ce qu'on croyait savoir sur l'évolution humaine. Bah non. Non, et du coup je vais m'employer maintenant pour les quelques prochaines minutes à essayer de vous expliquer pourquoi est-ce que ça ne change pas tant que ça ce qu'on croyait savoir. Et pour ça, on va commencer déjà par dire que ce documentaire sur Homo naledi, le Cave of Bones, ce documentaire était accompagné de 3 préprints qui ont été publiés dans une revue qui s'appelle eLife. Donc c'est une revue relativement prestigieuse, toutes sciences confondues, mais par contre les papiers en question, ce sont que des préprints, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore été acceptés pour publication. Donc si vous voulez, la revue n'a pas encore dit ça va, on le publie. Et la raison pour ça, c'est parce que les reviewers, c'est-à-dire les autres scientifiques qui ont lu ces articles afin de valider ou non leur contenu, les autres scientifiques ont dit non, la science n'est pas encore suffisamment bonne dans ces articles. Ce qu'ils ont fait dans ces articles, ce n'est pas à la hauteur des standards de la qualité qu'on s'attend à trouver dans des articles qui prétendent les choses qu'ils essayent de prouver, en fait. Donc ils n'apportent pas des preuves suffisamment robustes, la méthodologie n'est pas suffisamment aboutie pour démontrer les choses qu'ils prétendent vouloir démontrer. Donc le feu, les gravures, les outils et les comportements funéraires, tout ça, ça demande une quantité de preuves et surtout une qualité de preuves et une méthodologie irréprochable afin d'être démontré, et cela n'était pas suffisant d'après les reviewers. Les auteurs n'ont pas encore proposé de correction pour prendre en compte ces commentaires qui ont été faits par les reviewers. Donc au moment où je vous parle, il y a encore une chance que des corrections soient proposées, soit appliquées à ces articles pour que les standards en question soient acquis. Généralement, ce qui va se passer, c'est que en appliquant les corrections en question, la méthode va se raffiner, les preuves vont se renforcer, mais aussi du coup les conclusions vont s'amenuire. Ce qui était autrefois des gravures d'Homo naledi, par exemple, peuvent devenir des gravures, oui, mais de qui? Pas forcément d'Homo naledi, peut-être d'Homo sapiens. C'est-à-dire que des conclusions qui étaient un peu excentriques, très tape à l'œil à la base, vont devenir des conclusions qui seront beaucoup plus tempérées. Donc généralement c'est ça qui se passe au moment de la review. Normalement, le grand public n'a pas accès à cette phase-là, mais la revue eLife a décidé de publier des préprints et les reviews. On a donc 3 articles, pas encore acceptés par la communauté scientifique ni par le journal dans lequel les articles ont été proposés. Ces 3 articles, dans l'état où ils sont, apportent les documents nécessaires pour soutenir ce qui est proposé dans le documentaire. Ce sont exactement les mêmes preuves qui sont proposées dans le documentaire et dans les articles, sauf que dans les articles, il y a évidemment beaucoup plus de détails, et ça permet du coup d'avoir un bien meilleur avis de quelle est la force de ces preuves, quelle est la validité de ces preuves. Donc on a ces 3 articles qui vont nous présenter les preuves
que Homo naledi utilisait du feu, les preuves qu'Homo naledi faisait des gravures, les preuves qu'Homo naledi fabriquait des outils, et les preuves que Homo naledi pratiquait des comportements funéraires, des comportements post-mortem, devrais-je dire, parce que funéraire, ça implique déjà une sophistication du comportement qu'on aura beaucoup de mal à établir quoi qu'il arrive dans un registre archéologique, donc on va peut-être plutôt parler de comportements post-mortem, comme on le fait par exemple pour les animaux, pour les dauphins, pour les éléphants, pour les chimpanzés, on parle de comportements post-mortem quand ils ont un certain intérêt pour leur défunt. Quand les chimpanzés, par exemple, quand une maman chimpanzé garde son bébé dans les bras pendant 15 jours après sa mort, par exemple, c'est un comportement post-mortem. C'est pas forcément un comportement funéraire, mais c'est un comportement qui dénote d'un intérêt pour un proche malgré le fait qu'il soit mort. Donc voici pour la terminologie, maintenant passons aux arguments. Homo naledi était-il capable de faire du feu? La réponse est peut-être ben que oui, peut-être ben que non, mais en tout cas, la preuve n'est pas dans ces articles. En termes de preuves d'utilisation du feu dans la grotte Rising Star, ces articles ne nous présentent aucune preuve. Ils citent un autre article qui est lui-même un article publié par New Scientist, donc c'est une revue de vulgarisation scientifique, ce n'est pas une véritable revue scientifique. Donc il cite New Scientist, New Scientist lui-même cite une conférence que Lieberger a donnée qui elle-même n'est pas une conférence scientifique mais une conférence grand public. Donc en réalité, il n'y a pas de science derrière l'utilisation de feu chez Homo naledi. Tout ce qu'on a, c'est ce qui nous est montré dans le documentaire, à savoir, oui, il y a du charbon dans la grotte Rising Star. Quel âge a ce charbon? Est-il suffisamment vieux pour être attribué à Homo naledi? N'est-il pas trop vieux pour être attribué à Homo naledi? A-t-il seulement été fait par Homo naledi? Il faudrait pouvoir répondre à toutes ces questions pour pouvoir dire ce feu, Homo naledi faisait du feu. Et encore une fois, ce n'est que du charbon. On n'est pas on n'est pas forcément, en tout cas, je n'ai pas vu évidemment, je n'en sais pas plus que vous. Donc je ne peux pas affirmer qu'il s'agit réellement d'un foyer, d'un feu contrôlé. Il peut tout aussi bien s'agir de charbon de bois qui ont été rapportés dans la grotte par un Homo naledi ou n'importe quelle autre espèce qui tenait un bâton enflammé. Bâton qui aurait été naturellement enflammé par un orage, par exemple. Je rappelle que on est dans les alentours de Johannesburg, il y a énormément d'orages. C'est une des zones du monde où il y a le plus d'orages. Il y a énormément d'incendies dus aux orages dans la région de Johannesburg. Donc pouvoir attribuer une utilisation du feu à Homo naledi, ça demande au moins de dater les charbons. Et ça, c'est assez facile à faire avec le carbone 14 notamment. Ça peut se faire avec d'autres techniques évidemment, mais en tout cas ça demande au moins de dater le charbon pour être bien sûr que ça correspond à l'époque où Homo naledi occupait la grotte, c'est-à-dire entre 200 et 300 000 ans. Or, ils n'ont pas fait ça. Donc c'est vraiment l'étape numéro 1 de démontrer qu'Homo naledi est responsable du dépôt de ce charbon. Ça n'a pas été fait. Et il y a aussi l'idée que il faut aussi prouver que ce soit un feu contrôlé. Pour ça, il faut une étude taphonomique extrêmement détaillée. C'est extrêmement compliqué de démontrer qu'un usage du feu était contrôlé. Généralement, ça passe par deux choses. D'une, il faut genre une rangée de cailloux qui délimite une sorte de rond à l'intérieur duquel on va avoir ce feu. Ça, c'est le minimum. Une rangée de cailloux ou alors un petit trou qui a été creusé pour mettre le bois à l'intérieur. Et puis surtout, il va falloir montrer l'existence d'un usage répété du même endroit pour faire du feu. Si on a un usage répété du même endroit pour faire du feu, donc plusieurs strates avec du charbon à l'intérieur, alors là, on va pouvoir commencer à accumuler de bonnes preuves qu'il y avait un usage contrôlé du feu. Ça n'a pas encore été fait avec Homo naledi. Donc au moment où je vous parle et au moment où ce documentaire sort, on n'a pas de preuve d'usage contrôlé du feu par Homo naledi. On n'a même pas d'ailleurs de preuve d'usage du feu tout court par Homo naledi. D'aucuns diraient qu'il fallait forcément du feu pour aller dans la chambre d'Inaledi, qui se trouve très profondément dans la grotte Rising Star. Et d'ailleurs, le documentaire rend très bien cette impression de profondeur. S'il y a bien une qualité à ce documentaire, c'est que ça nous donne vraiment une idée de à quel point c'est difficile d'accéder à la chambre d'Inaledi. Mais ça, c'est aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que par le passé, il n'y a pas eu une autre ouverture.
Donc l'usage du feu, bah non, pas forcément. On n'est pas obligé d'avoir du feu pour atteindre la chambre d'Inaledi où tous les corps d'Homo naledi se trouvent. Peut-être qu'avant il y avait une autre entrée qui permettait d'aller dans la grotte, dans la chambre d'Inaledi. Il y a plusieurs petites preuves qui le soutiennent. La présence d'escargots dans les sédiments où on trouve Homo naledi. Les escargots, ils ont difficilement pu atteindre cet endroit-là tout seuls. En tout cas, s'il n'y avait pas une autre entrée. Du manganèse, il y a des dépôts de manganèse sur les os qui tendraient à suggérer que du lichen a grossi dessus, enfin que du lichen a grandi, a poussé sur les os, ce qui veut dire que les os étaient exposés à la lumière, du coup, parce que sinon le lichen ne peut pas pousser. Et on a des chouettes, on a retrouvé quelques petits ossements de chouettes dans la chambre d'Inaledi. Pareil, les chouettes, on pense pas qu'elles étaient capables de voler aussi profondément dans la grotte, ce qui suggère du coup qu'il y avait peut-être une autre entrée. Donc le feu est une condition non nécessaire à l'accès à la chambre d'Inaledi. Alors passons maintenant aux gravures. Alors ces gravures, donc qui selon le documentaire pourraient être une forme d'art similaire à celle que Homo sapiens et Homo neanderthalensis, donc sapiens, l'homme moderne, et Néandertal, pratiquaient à peu près à la même époque, voire même un petit peu plus tard, donc ce qui ferait des gravures d'Homo naledi les plus anciennes gravures au monde, hein. C'est quand même pas rien de le proposer. Donc c'est pour arriver à démontrer qu'on est face à des gravures pratiquées par Homo naledi, qu'est-ce qu'il nous faut? Bah déjà, il faut arriver à démontrer que ces formes, donc ces gravures en forme de hashtag, hein, en forme de traits croisés, faut arriver à démontrer que ces gravures ne sont pas d'origine naturelle. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est une fois que vous avez démontré qu'elles ne sont pas d'origine naturelle, que ce sont bien des gravures faites artificiellement par une main humaine, il faut arriver à démontrer que cette main humaine n'était pas celle d'Homo sapiens. Et ça, c'est important, on va le voir pourquoi. Et ensuite, il faut garder à l'esprit que la pratique de l'art, c'est quelque chose qui en archéologie a une définition assez différente de ce qu'on appelle la pratique de l'art aujourd'hui, ce qui pourrait rendre une telle découverte, donc des gravures d'Homo naledi, pas si révolutionnaire que ça. Alors on va explorer ces trois étages un peu plus en profondeur. Donc déjà, l'aspect naturel des gravures. Ces gravures sont-elles réellement d'origine artificielle ? Ben, d'après le documentaire, d'après ce qu'on peut voir dans le documentaire, et encore une fois c'est là que c'est intéressant, ça donne une idée en 3 dimensions de ces gravures, contrairement aux articles. Et quand on a cette idée en 3 dimensions des gravures, ben on voit que certaines de ces gravures se continuent dans la roche. Donc certaines de ces gravures sont possiblement géologiques. Je ne dis pas que toutes les gravures sont fausses, il n'est pas impossible qu'une main humaine ait repassé des structures géologiques qui existaient déjà dans la roche. Quel genre de structure géologique? Bah, par exemple, ce qu'on appelle la elephant skin erosion, donc l'érosion en peau d'éléphant, ça forme naturellement dans les grottes, notamment les grottes qui sont faites en dolomie, comme près de Johannesburg, ça forme des structures en hashtag, enfin des rayures en forme de hashtag. La différence entre une gravure et de la elephant skin erosion, bah c'est que la elephant skin erosion va se prolonger dans la roche, alors que les gravures, normalement, par définition, ne devraient être qu'à la surface. Et donc dans le documentaire, on voit certaines de ces structures, certaines de ces possibles gravures, se prolonger dans la roche. D'autres sont à l'évidence d'origine artificielle, il y en a notamment une qui passe par-dessus un stromatolite, ça on ne nous le dit pas réellement, en tout cas on n'assiste pas beaucoup dessus dans le documentaire, mais il y en a effectivement certaines qui passent par-dessus des stromatolites. Donc là, on a vraiment des choses qui coupent en fait d'autres structures et qui sont du coup qui ne peuvent pas être contemporaines finalement de la roche elle-même. Donc ça, à la limite, ça peut qualifier en tant que gravure. Mais même si on arrive à démontrer qu'il s'agit de gravures, ça ne veut pas forcément dire qu'elles appartiennent à Homo naledi. Et c'est là qu'il va falloir toucher à quelque chose qui s'appelle le principe d'actualisme. Il y a une mode aujourd'hui, notamment dans les documentaires, dans la communication scientifique autour de l'évolution humaine, qui consiste à déconstruire systématiquement Homo sapiens. Donc dire que Homo sapiens n'est pas le seul à faire ci ou n'est pas le seul à faire mi, c'est à la mode en ce moment. Découvrir, voilà, les gens sont très friands de découvrir que on n'est pas les seuls à être capables de faire ci ou ça. Ça vaut pour la paléoanthropologie, mais ça vaut aussi évidemment pour l'étude des primates. On est tous très contents d'apprendre que waouh, en fait, les Homo sapiens n'est pas le seul à faire tel ou tel comportement. Mais, et là il y a un gros mais qu'il faut mettre,
On est complètement dépendant du principe d'actualisme. On est complètement dépendant du fait que Homo sapiens est la seule espèce humaine aujourd'hui et on ne peut rien faire contre ça. C'est une condamnation, il n'y a aucun moyen d'en réchapper et comme je n'arrête pas de le répéter, ce n'est pas un problème si ça n'a pas de solution. Il faut vivre avec. Le fait est que pour interpréter les comportements anciens de nos cousins homininés, nous n'avons comme point de repère que nous-mêmes. Et éventuellement les chimpanzés si on est face à un comportement qui peut se retrouver chez les chimpanzés. On n'a que ça pour travailler. C'est le principe d'actualisme, c'est le fondement de la paléontologie. Si vous rejetez le principe d'actualisme, vous ne pouvez pas faire de paléontologie. Et la conséquence de ça, c'est que toute forme d'art que l'on retrouve dans le registre archéologique, toute forme d'art doit être par défaut attribuée à Homo sapiens jusqu'à preuve du contraire. On ne peut pas prouver qu'une forme d'art a été pratiquée par une autre espèce que la nôtre à cause du principe d'actualisme, tant qu'on n'a pas démontré, tant qu'on n'a pas apporté une preuve que c'est impossible que cela ait été fait par Homo sapiens. Et dans le cas d'Homo naledi, on a évidemment ce problème que, Homo naledi vivait en même temps que Homo sapiens. Donc, c'est très difficile de démontrer que les gravures n'ont pas été faites par Homo sapiens. Alors, je suis complètement en faveur de l'argument que on ne trouve que Homo naledi dans cette grotte. Il n'y a que Homo naledi dans les sédiments qui composent la chambre de Dinaledi, là où se trouvent les gravures. Enfin, il y a la chambre d'Inaledi, mais il y a surtout les gravures sont surtout dans l'antichambre qui se trouve juste avant la chambre d'Inaledi. Mais peu importe, il n'y a que Homo naledi qui se trouve fossilisé à cet endroit-là de la grotte. Je suis d'accord, mais il ne faut pas oublier le principe fondamental. C'est pas parce que tu es mort ici que tu as vécu ici. Et dans le cas d'Homo naledi, c'est encore pire, ce n'est pas parce que ton cadavre est ici que tu es forcément mort ici, et encore moins que tu as vécu ici. Donc c'est un problème. C'est pas parce que on a les squelettes d'Homo naledi qu'on a forcément la preuve qu'il n'y a eu que Homo naledi ici. Alors certes, je suis en faveur du maximum de parcimonie, en disant s'il y a que des squelettes d'Homo naledi, d'où vous pouvez vous sortir un Homo sapiens de là? Oui, mais c'est sans oublier le problème que peut-être et certainement il y a eu une autre entrée dans la grotte. S'il y a eu une autre entrée dans la grotte et que la grotte était plus accessible, elle était certes plus accessible à Homo naledi, on est d'accord, mais elle était aussi plus accessible à d'autres espèces, notamment le contemporain et déjà démontré intelligent Homo sapiens. Et ça devient d'autant plus problématique quand on sait qu'il y a eu des spéléologues qui sont rentrés dans la grotte Rising Star avant les paléontologues qui aujourd'hui la fouillent. C'est d'ailleurs les spéléologues eux-mêmes qui sont allés dire à Lieberger qu'il y avait des fossiles dans cette grotte. Donc ce n'est pas Lieberger qui a découvert la grotte, ce sont les spéléologues. Lieberger a été le premier à en reconnaître l'importance scientifique, on ne lui retirera pas ça, mais la découverte, elle en vient aux spéléologues. Donc à partir du moment où on sait qu'Homo sapiens avait accès d'une façon ou une autre à la grotte à un moment ou à un autre de l'histoire, ça devient très 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 compliqué de dire que ces gravures ont été faites par Homo naledi. L'hypothèse de base, ce qu'on appelle le null hypothesis en anglais, l'hypothèse de base doit rester par principe d'actualisme que c'est Homo sapiens qui a fait ces gravures jusqu'à preuve du contraire. Et quelle pourrait être cette preuve du contraire? Eh bien, ce serait par exemple de pouvoir dater ces gravures de entre 200 000 et 300 000 ans, ce qui irait avec la chronologie de dépôt des squelettes d'Homo naledi. Ça voudrait dire que ces gravures ont été faites en même temps que les squelettes d'Homo naledi se sont déposés dans la chambre juste à côté. Donc les gravures dans l'antichambre et les squelettes dans la chambre juste à côté. Ça aurait au moins une chance d'avoir été fait en même temps par plus ou moins la même population. Mais de toute façon, et ça a été pointé du doigt par les reviewers dans le cas des articles, le problème c'est qu'ils n'ont pas daté ces gravures. Les gravures, d'une, c'est très compliqué à dater, puisque c'est jamais des trous dans un mur, donc un grattage dans un mur, c'est quasiment impossible à dater. La meilleure chance pour arriver à les dater, c'est la calcite. Donc la calcite qui du coup se dépose petit à petit à l'intérieur des grottes, en formant les stalactites et les stalagmites, elle s'écoule aussi le long des murs en formant ce qu'on appelle en anglais des spéléothèmes. Donc c'est cette calcite qui se dépose sur les murs, en fait, elle a pu être gravée par
qui que ce soit qui ait fait ces gravures. Donc, en faisant ces gravures, vous grattez une couche de calcite, et ensuite, de la calcite continue à se déposer sur le mur par-dessus les gravures. Donc, en fait, vous auriez une couche de calcite qui aurait été grattée par la gravure, et une autre couche de calcite qui ensuite aurait été couverte par la gravure, ce qui veut dire qui aurait ensuite recouvert la gravure, pardon. Donc une couche de calcite qui a été définitivement faite avant la gravure, puisque la gravure lui est passée dessus, et une couche de calcite qui s'est déposée après la gravure, puisqu'elle passe par-dessus la gravure. Et en les datant, ces deux couches de calcite, ce qu'on est capable de faire, là, on pourrait donner un âge, ou au moins une fourchette d'âge à ces gravures. Donc je sais pas si ça s'est produit dans la grotte Rising Star. Je sais pas si dans les gravures qu'ils ont, il y en a certaines qui répondent à ces critères-là. S'il y en a certaines qui sont passées au travers de spéléothème, à travers de la calcite et qui ont même été recouvertes par de la calcite. Mais c'est vraiment le numéro 1, on va dire, c'est vraiment le réflexe numéro 1 quand on a des gravures et qu'on veut les attribuer à une espèce qui a occupé une grotte. C'est d'arriver à dater ces gravures et au moins de dire bon bah ces gravures ont été faites en même temps que l'occupation de la grotte par cette espèce en question. Là, ils ne l'ont pas fait. Encore une fois, à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, à l'heure des préprints, ces datations n'ont pas été produites. À l'heure où le documentaire est sorti, ces datations n'ont pas été faites. Donc, l'attribution de ces gravures à Homo naledi au moment où je vous parle n'est pas avérée. Et ensuite, le troisième niveau à la discussion sur la pratique de l'art par Homo naledi, c'est évidemment, est-ce que c'est si révolutionnaire que ça? Est-ce que, même si on arrive à démontrer que ces gravures ne sont pas naturelles, même si on arrive à dater ces gravures pour dire qu'elles sont concomitantes à l'occupation de la grotte au moment où Homo naledi est venu, même quand on en arrive là, même si un jour Lieberger et son équipe en arrivent là, et c'est tout ce qu'on leur souhaite, est-ce que c'est si révolutionnaire que ça? Ben justement, on est en droit d'en discuter parce qu'il y a eu beaucoup d'hypothèses, de pratiques artistiques chez des espèces qui ont très largement précédé Homo sapiens, Néandertal et Naledi. Alors les gravures, on est d'accord, c'est que Homo sapiens et Néandertal, je suis d'accord avec ça, mais des formes d'art, ça ne se limite pas qu'aux gravures. En archéologie, on va considérer que une expression artistique peut être raisonnablement supposée si on est face à un comportement non utilitaire. Donc non utilitaire, c'est-à-dire pas nécessaire à la survie. Par exemple, il y a 2,8 millions d'années, 2,8 millions d'années, j'insiste sur la date, c'est pas 200 000 ans, c'est 2,8 millions d'années, un homininé a transporté un caillou dans une grotte qui s'appelle la grotte de Makapansrat. Il a transporté un caillou dans la grotte de Makapansrat. Ce caillou n'a pas été transformé en outil. Et ça, c'est peut-être l'expression d'une forme d'intérêt pour ce que représentait ce caillou, autre que pour en faire quelque chose d'utile. Donc, quelque chose qu'on pourrait rapprocher à une expression, à un intérêt pour du beau. Alors c'est d'autant plus intéressant que ce caillou, ce n'est pas n'importe quel caillou, c'est le galet aux multiples visages, le fameux Pebble of Many Faces de Makapansrat. C'est un caillou qui a en fait une pareidolie de visage sur l'une de ses surfaces. Donc cette pareidolie de visage est peut-être la raison pour laquelle Australopithecus ou une très ancienne espèce du genre Homo, comme Homo habilis, ils ont vécu à peu près à la même époque, à 2,8 millions d'années, donc c'est dur de dire lequel des deux a transporté le galet. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a 2,8 millions d'années, il y a peut-être quelqu'un qui a vu ce visage sur le galet, qui a dit non, celui-là, je vais pas en faire un outil. C'est une forme d'intérêt qu'on peut qualifier de proto-artistique. Alors il y en a d'autres qui ont proposé que il y avait peut-être un intérêt rituel dû à la couleur rouge du galet, par exemple. Alors les comportements rituels, c'est un peu la carte Joker quand on sait pas expliquer quelque chose, mais voilà, rituel et artistique, c'est pas forcément opposé non plus. Donc certes, on est peut-être là à la limite des définitions, on est vraiment dans cette zone ultra où il faut étirer les définitions à foison pour arriver à expliquer quelque chose, mais voilà, la grande question c'est est-ce qu'un comportement artistique à cette époque
si récente, 200 000, 300 000 ans pour Homo naledi, est-ce qu'un comportement artistique à cette époque est vraiment si surprenant que ça? Chez une espèce qui finalement a une taille de cerveau comparable à Homo habilis, est-ce que c'est si surprenant que ça? La réponse est oui, c'est assez surprenant, mais finalement, quand on cherche bien, on trouve d'autres exemples chez, comme je disais, chez voire Australopithecus ou Homo habilis. On en retrouve d'autres exemples chez Homo erectus, au Moyen-Orient, en Inde. On a des exemples d'expressions proto-artistiques qui sont référencées dans la littérature. Donc c'est pas non plus complètement révolutionnaire. C'est intéressant, c'est nouveau. C'est une forme d'expression qui, jusqu'à présent, n'avait été, les gravures, je veux dire, c'est une forme d'expression qui n'avait été trouvée que chez Néandertal et Sapiens. Mais Néandertal et Sapiens avaient un ancêtre en commun qui avait aussi peut-être cette capacité à à faire des gravures. Et cet ancêtre en commun, il a vécu il y a plus de 600 000 ans. Donc 600 000 ans, c'est beaucoup plus vieux qu'Homo naledi. Et c'est pour ça qu'il faut pas dire que ça réécrit complètement l'histoire de l'humanité. Encore une fois, on raffine cette histoire, mais on ne la révolutionne plus depuis les années 50, depuis que l'homme de Piltdown a été débunké. Bon, maintenant, la fabrication d'outils. Alors, si on trouvait des outils d'Homo naledi, est-ce que ce serait réellement révolutionnaire? De la même façon, pas forcément. Homo floresiensis a un cerveau qui est, si je me rappelle bien, même plus petit que celui d'Homo naledi, et pourtant, on a des outils qui sont définitivement associés à Homo floresiensis. On a des outils jusqu'à 3,2 millions d'années. Les premiers, qui sont des Lomekweyiens, la culture lomekweyienne, ont 3,2 millions d'années. Donc Homo naledi qui fabrique des outils, c'est pas si surprenant que ça. Après, c'est le niveau de perfectionnement des outils en question qui va déterminer si oui ou non on est face à quelque chose qui est surprenant ou non. Mais là, le caillou qu'il nous montre dans le documentaire et dans les publications, puisqu'il n'y en a qu'un seul, ce caillou qu'ils appellent stone tool-like, donc c'est vraiment qui ressemble à un outil, si on traduit ça. C'est un caillou qui fait à peu près la taille d'une main, quoi. Donc c'est un caillou qui est quand même assez gros, c'est pas très raffiné comme culture. Si on admet que c'était un outil, ce serait pas un outil très très raffiné. Donc c'est pas si surprenant que ça de trouver ça chez Homo naledi. C'est même au contraire plus surprenant qu'ils en aient pas trouvé plus que ça. Mais bon, ça renforce l'idée que la chambre d'Inaledi n'était pas un lieu de vie où ils fabriquaient des outils, mais bel et bien un lieu de mort, un lieu où ils entreposaient des cadavres. Le problème principal avec cette pierre, c'est que ils ne l'ont pas dégagée, donc elle est toujours dans la roche. Pour l'instant, elle est dans la roche, et la roche en question, elle est dans un plâtre, et ce plâtre, il n'a pas été ouvert. Donc pour l'instant, on ne sait même pas si c'est un outil. Pour ça, il faut arriver à voir qu'il y a eu des marques de choc sur l'outil. Il faut voir qu'il y a eu des traces pour tailler cet outil, et ça, on ne peut le voir qu'à l'œil nu. Il n'y a pas d'autre moyen, on ne peut pas voir ça. Dans le documentaire, on nous montre bien, ça a été le plâtre a été amené en France, il a été scanné au synchrotron de Grenoble par les chercheurs français par le chercheur français Paul Taforo, et on nous montre bien du coup que tout ce qu'on a, c'est une reconstitution digitale. Donc à un moment, on les voit tenir l'outil dans leurs mains, mais en réalité, on voit Lee Berger, je crois un de ses collègues, tenir l'outil dans leurs mains, mais en fait c'est une impression 3D qu'ils tiennent, ce n'est pas le vrai outil. Donc ce qu'on voit dans le documentaire, c'est une impression 3D de l'outil, et ça ne permet pas de dire si oui ou non l'outil a été fabriqué. Il faut vraiment arriver à voir directement sur l'outil les traces de taille en fait. Donc ça c'est important de bien se comprendre que pour l'instant personne n'a vu de ses yeux cet outil. Enfin ce soi-disant outil. Cet outil n'est pas encore un outil, même aux yeux de Lee Berger, même aux yeux de son équipe. Il ne s'agit pas d'une roche qu'on peut qualifier d'outil. C'est vraiment très important à souligner, c'est-à-dire que même pour cette équipe, ce n'est pas un outil. C'est un rocher qui ressemble à un outil. Mais pour l'instant, on n'est pas capable de dire si c'est un outil ou pas. Donc les outils chez Homo naledi, pour l'instant, toujours pareil, pas de preuves. On attend que ce plâtre soit ouvert et que cet outil soit dégagé afin de pouvoir l'étudier. Ça arrivera en temps voulu, je leur fais confiance de ce point de vue-là, mais pour l'instant ce n'est pas fait. Donc, outil, pour l'instant, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, à l'heure où le documentaire a été publié, la réponse est non. Mais ça viendra peut-être. Finalement, les comportements post-mortem. La grande question, la question finale, la mère de toutes les questions.
Est-ce que Homo naledi pratiquait des comportements post-mortem? Les autres arguments ne sont là que pour dire qu'Homo naledi, dans le documentaire je veux dire, les autres arguments ne sont là que pour dire Homo naledi est intelligent. Il est donc capable de comportements funéraires. C'est bien ça le message du documentaire. Donc une fois qu'on a bien enfoncé le clou de l'idée que malgré la taille de son petit cerveau, Homo naledi était une espèce intelligente, on vient discuter la possibilité d'un comportement funéraire. Et ce qu'on nous montre dans le documentaire, et ce sur quoi on insiste beaucoup dans le documentaire, c'est qu'il y a un trou dans lequel apparemment un corps a été plié et déposé. Donc c'est vraiment le corps est vraiment très compacté, donc on suppose à ce moment-là une position quasi fétale, un corps qui est vraiment replié sur lui-même et qui aurait été déposé dans un trou. Et donc ce qu'on nous montre dans le documentaire, c'est un peu le contour de ce trou qui est censé nous convaincre qu'il s'agit d'une tombe. Ça, c'est la grande idée du documentaire. Personnellement, je suis pas convaincu par ça, tout simplement parce que des organismes roulés en boule dans des trous, moi, j'en vois tout le temps, et ça s'appelle des terriers. Dans le Karoo, là où je travaille essentiellement, on a des roches qui datent du Permien, donc c'est des roches qui ont plus de 250 millions d'années, donc c'est quand même autrement plus vieux qu'Homo naledi. Là, il n'y a aucune chance qu'il y ait eu des animaux suffisamment intelligents pour faire des tombes. Vous imaginez qu'à l'époque, avoir le cerveau de la taille d'une noix, vous étiez un génie. Donc dans ces roches du Karoo, vous avez un cerveau de la taille d'une noix, vous êtes l'empereur de la Terre, mais heureusement à l'époque, personne n'avait le cerveau de la taille d'une noix, donc vous avez des animaux qui n'ont aucune chance de pratiquer la moindre début de comportement post-mortem. Eh bien, on trouve des squelettes dans des trous, enroulés sur eux-mêmes en position quasi fétale. Ce sont des terriers. On trouve des terriers. Et donc il s'agit on voit bien, je veux dire, il y a un trou, on voit ce trou, on voit les limites de ce trou, on voit le sédiment qui a rempli le trou, qui est différent du sédiment qui entoure le trou, en fait. Donc on n'a pas le trou réellement, on a un moulage du trou fait en sédiment, mais ce moulage est fait dans un sédiment qui est différent de la roche qui est autour de ce trou. Donc là, j'essaye pas de vous convaincre que Homo naledi faisait des terriers, c'est pas ça que j'essaye de dire. Ce dont j'essaye de vous convaincre, c'est pas parce qu'on a un squelette en position fétale dans un trou qu'on est forcément face à une tombe. Et à l'inverse, vous pouvez avoir des comportements funéraires qui n'impliquent pas de trouver une tombe. Par exemple, la crémation. La crémation, il n'y a pas de tombe. Et pourtant, il y a bien un comportement funéraire évident. C'est extrêmement difficile de montrer qu'on est face à une tombe, et c'est encore pire quand il ne s'agit pas d'Homo sapiens. Parce que quand il s'agit d'Homo sapiens, vous pouvez trouver un corps en position fétale dans ce qu'il ressemble à un trou, qui a été ensuite comblé par du sédiment, évidemment. On est face à Homo sapiens. Homo sapiens, on sait qu'il a des rites funéraires puisqu'on les voit encore aujourd'hui. Donc, c'est assez facile de voir ça et de dire « oui, ceci est une tombe ». Mais maintenant, imaginez pour Néandertal. Vous trouvez un Néandertal, position fétale, dans un trou. Comment vous faites pour dire que c'est un rite funéraire, sachant que vous n'avez pas de Néandertal aujourd'hui pour comparer? Eh bien, c'est très difficile et ça a mis plus de 150 ans pour convaincre la communauté scientifique qu'Homo neanderthalensis avait des rites funéraires. Et même là, on continuera, il y aura des gens pour en douter, il y aura encore des spécialistes pour en douter, et même là, il y aura des gens pour dire, oui, il pratiquait des rites funéraires, mais il a appris ces rites funéraires de Homo sapiens. Ce n'est pas une question facile, le rite funéraire. Le rite funéraire, c'est un cauchemar à démontrer. C'est extrêmement difficile, et c'est encore pire quand vous n'êtes pas face à Homo sapiens, parce que vous n'avez même pas le principe d'actualisme pour vous aider. Mais voilà, si vous voulez démontrer qu'une espèce autre qu'Homo sapiens avait un comportement post-mortem, vous allez en chier des briques. Parce que c'est hyper difficile à démontrer, et le mieux c'est encore de trouver un cas d'école parfait, une tombe absolument parfaitement préservée. Oui, je sais, ce n'est pas ça qu'ils ont trouvé, mais du coup, le fait que ce n'est pas ça qu'ils ont trouvé laisse la porte ouverte à plein d'autres possibilités. Ces possibilités incluent qu'il y a eu par exemple une dépression naturelle dans le trou, enfin dans la grotte, je veux dire, les dépressions naturelles dans les grottes, il y en a partout, c'est la grotte elle-même. Donc il y a une dépression naturelle dans la grotte. Cette dépression naturelle, quand il y a de l'eau qui remplit la grotte, parce que c'est le cas, quand de l'eau remplit la grotte,
les ossements sont soulevés, et puis quand l'eau évacue la grotte, les ossements se redéposent au niveau de ces drains en fait, au niveau de ces creux, parce que c'est là que la gravité les amène, tout simplement. Donc c'est possible de ramener les ossements comme ça naturellement vers l'endroit où la gravité va les... c'est la gravité quoi, c'est tout. C'est le principe quoi. Donc ça peut arriver que naturellement des ossements, des corps même, des corps tout entiers flottent dans une grotte inondée, puis se déposent ensuite naturellement à l'endroit finalement où le plus bas de la grotte. Donc vous allez avoir une accumulation qui va ressembler à une tombe, puisque vous allez avoir une accumulation de sédiments et une accumulation de corps au même endroit. Donc à ce point-là, au niveau des comportements post-mortem, l'argument qui reste le plus convaincant en faveur de comportements possiblement post-mortem, ça reste toujours le fait que il n'y a que Homo naledi dans cette grotte. Alors, comportement post-mortem, certes, mais est-ce qu'on est vraiment face à un comportement funéraire ? Voyez, là, il va falloir, c'est là que c'est important de faire la différence, en fait, c'est que vous pouvez avoir un comportement post-mortem sans avoir un comportement funéraire. Comme je le disais, une fosse commune creusée dans les années 40, il n'y avait pas de comportement funéraire, il balançait les cadavres sans en avoir rien à cirer. Mais pourtant, on est bien face à un comportement post-mortem, donc il faut faire très attention à ça. Techniquement, quand vous jetez les os de poulet dans la poubelle après votre repas, c'est un comportement post-mortem. Vous créez une accumulation d'ossements qui va probablement fossiliser ou pas, peut-être un jour, mais en tout cas vous créez une accumulation intentionnelle d'ossements. Mais ce n'est pas un comportement funéraire. Donc c'est là qu'il faut différencier comportement post-mortem et comportement funéraire. Comportement post-mortem, je suis d'accord. Il n'y a qu'un seul moyen d'expliquer qu'il y ait une accumulation monospécifique d'Homo naledi dans cette grotte, et c'est un comportement post-mortem. Je vois pas de cause naturelle possible expliquant une telle sélectivité. Mais par contre, que ce soit Homo naledi ou Homo sapiens qui ait balancé les macabées dans la grotte, c'est pas dit qu'il y avait un comportement post-mortem. Et même s'il y a eu un trou, c'est pas forcément ça qui fait de ce comportement un comportement post-mortem. Même s'il y a un trou qui a été creusé pour disposer des corps, ça ne fait toujours pas de ça un comportement post-mortem. Et c'est là, justement, que les outils et les gravures deviennent importants. Si les outils et les gravures avaient été étudiés beaucoup plus en profondeur avant la publication de ces préprints et avant la publication de ce documentaire Netflix, on aurait eu une histoire beaucoup plus convaincante. On aurait eu vraiment une association entre des comportements post-mortem, de déposition artificielle de corps d'Homo naledi dans une grotte. On aurait eu, accompagnant ces corps, des gravures et des outils. Donc, du matériel déposé en même temps que les corps et des comportements périphériques à ce dépôt de corps. Et là, on aurait eu quelque chose de très convaincant. Si et seulement si ces gravures et ces outils avaient pu être étudiés à fond. Donc c'est là où justement où la communauté scientifique a exprimé des regrets. Bon sang, on avait une histoire parfaite. On avait les gravures, on avait les outils, on avait le comportement post-mortem, et cette histoire a été un peu gâchée du coup parce que publiée trop vite. Alors, Lieberger, il a des défauts, mais il a aussi une énorme qualité, c'est celle de publier ses découvertes assez rapidement, de rendre publiques ses découvertes assez rapidement. Donc, contrairement à certains chercheurs qui vont être très 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 territoriaux, et qui vont protéger leur découverte et s'y accrocher et ne la publier qu'en dernier recours s'ils sont sur le point de mourir uniquement, Lieberger, lui, quand il trouve, il publie. Voilà, et tout le monde le sait. Donc ça, c'est bien, c'est le principe de la publication, de rendre public ses découvertes, c'est le principe de la science, c'est la science dans son expression la plus pure et la plus belle. Mais là, c'était peut-être un peu trop vite. Là, il y avait des choses évidentes à faire avant la publication, comme dater les charbons pour bien être sûr qu'ils étaient contemporains d'Homo naledi, dater les gravures pour être sûr qu'elles étaient contemporaines d'Homo naledi, déterrer l'outil pour pouvoir bien déterminer qu'il s'agissait bel et bien d'un outil qui a été disposé avec le corps de façon peut-être intentionnelle, peut-être pas. L'intention, c'est vraiment la chose la plus difficile à déterminer dans le registre archéologique. Et c'est bien pour ça qu'il faut être très minutieux en archéologie, c'est que contrairement à la paléontologie, dans les dépôts
archéologique, il y a une intentionnalité. Et c'est cette intentionnalité qu'il ne faut pas rater. Et c'est pour ça qu'il y aurait fallu dégager cet outil pour justement déterminer cette intentionnalité. Juste avoir une pierre qui est vaguement dans la région du bras, pas dans la main comme ils le disent dans le documentaire. C'est quand on regarde les figures, on voit les figures des préprints, j'entends. On voit que c'est dans la région vaguement du bras, mais c'est tout ce qu'on peut voir. Pour déterminer cette intentionnalité, il aurait fallu montrer qu'il s'agissait bel et bien d'un outil, quelque chose qui a été intentionnellement taillé, j'entends. Et tout ça, toutes ces planètes se seraient alignées pour former un cas concret de comportement funéraire. Tombe ou pas tombe. Et c'est là que ça devient intéressant, justement, c'est que qu'on ait eu ou pas un trou creusé pour mettre un corps d'Homo naledi à l'intérieur, en fait, en ayant déjà les outils et les gravures à disposition et bien documentés et bien datés, on aurait déjà eu suffisamment d'arguments pour dire ok, là, on a un comportement post-mortem qui se rapproche d'un comportement funéraire. Parce que dans la chambre d'Inaledi, et je le répète, il n'y a que Homo naledi. Et dans la chambre d'Inaledi, vous avez ces corps, et qu'ils aient été enterrés ou pas, ça ne change rien au fait que si vous avez de l'intentionnalité dans le dépôt de ces corps, enterrés ou pas, la chambre d'Inaledi devient une chambre funéraire. Donc pour conclure, on va garder un œil. On va garder un œil sur ce qui se passe avec Homo naledi, parce que à l'évidence, il se passe quelque chose. Et personne n'est contre l'idée qu'il puisse s'agir d'un comportement funéraire, mais en tout cas, il y a une frustration claire sur ce cas, parce que tout était là en fait, et ça a été un petit peu rushé. Et je pense que c'est de là que ça vient en fait, cette controverse autour de ces préprints. C'est ce sentiment de travail pas fini, et qu'on aurait aimé en fait, mais de toute façon le travail n'est pas fini, on n'en est qu'à l'étape des préprints. Encore une fois, il faut le rappeler, et je ne le rappellerai jamais assez, c'est pas du travail mal fait, c'est du travail pas fini, mais c'est à l'évidence pas fini puisqu'on n'en est qu'au préprint. Donc peut-être que d'ici quelques mois, peut-être même d'ici quelques années, peut-être que ça prendra des années à finir ces articles, mais peut-être que à la fin, quand ces articles seront terminés, quand ces préprints seront acceptés pour publication officielle, alors peut-être que là on aura une histoire complète d'Homo naledi et de comment il se débarrassait de ses corps, ou comment, au contraire, il ne se débarrassait pas de ses corps, mais les disposait de façon intentionnelle et respectueuse dans cette chambre d'Inaledi. Mais en tout cas, pour l'instant, on n'en est pas là, et ce documentaire n'apporte pas ces preuves, et ces préprints, pour l'instant, à l'état où elles sont au moment où je fais cette vidéo, n'apportent pas de preuves suffisantes. Merci, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne, salut!